C'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve au rendez-vous de cette émission chaque semaine. Et ce numéro de Free Speech sera consacré à l'éducation. À quelques jours des examens de fin d'année, que ce soit le CEP, le BEPC ou le baccalauréat ou autres examens, c'est le moment pour les parents d'élèves, acteurs du système éducatif et surtout les candidats de multiplier les derniers efforts pour passer à succès ces divers examens. Mais une question revient chaque fois dans les esprits à l'approche des épreuves fatidiques. Comment gérer les derniers moments avant le jour du démarrage de son examen? Et à la réponse, chacun trouve ses astuces, certes. Cependant, nous allons aujourd'hui tenter dans cet entretien avec un spécialiste d'explorer quelques conseils, notamment sur les attitudes à adapter avant, pendant et après son examen. Sur ce, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, notamment chers candidats et parents d'élèves, Monsieur Gandagbe Jules André, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes docteur en psychologie et sciences de l'éducation dans la spécialité didactique de français. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année. Les candidats multiplient déjà des efforts pour, n'est-ce pas, passer à succès ces examens-là. La première question que je voudrais vous poser est de savoir à quel moment précis débutent les préparatifs d'un bon candidat à l'examen. Merci, monsieur le journaliste. Je salue les spectateurs et surtout les candidats qui nous écoutent en ce moment. Et qui nous suivent également. Et qui nous suivent. Je leur souhaite beaucoup de courage, de persévérance et je pense qu'au bout se trouve le succès. Pour en venir à votre question, est-ce qu'il y a un moment pour préparer un examen? Je pense que non. Un examen, ça se prépare tous les jours du moment que vous avez décidé d'être candidat. Pour les candidats qui se trouvent dans nos établissements, ce n'est pas en classe de troisième, ni en classe de terminale. Qu'il faut commencer par... ou au CM2 pour ceux qui vont au CEP, qu'il faut commencer par préparer l'examen. Un examen, ça se prépare le jour où vous avez mis pied à l'école, puisque vous savez qu'il y a une série d'examens qui vous attend. Tout à fait. Alors, il faut... Bon, maintenant, pour faire bref, voilà que vous êtes déjà dans la classe d'examen. Nous sommes actuellement à un moment où les examens pointent déjà à l'horizon. Et en fin d'année. Alors, ma réponse va être très précise et liée. Je vais parler plutôt de comment il faudrait préparer de façon plus proche les examens. Les examens. La première chose, c'est de réviser ce qui a été déjà vu. Et d'abord réviser les leçons que l'on a reçues dans la classe d'examen. Et puis, si on a encore un bout de temps, repartir en arrière. Je dirais même dès la première année de scolarisation, si possible, parce qu'il y a toujours des informations depuis le CI qui vous servent, même en terminale. Même en terminale. Mais quand on n'a pas le temps, il vaut mieux s'atteler à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la classe d'examen. Il faut donc réviser, mais réviser avec beaucoup de sérénité. Et il y a sans doute peut-être une méthode de révision, c'est ça? La méthode de révision s'attendent à ça surtout. La méthode de révision de façon pratique, c'est déjà de sélectionner les matières de composition à l'examen. Parce qu'il n'est pas dit que toutes les matières vues en classe sont automatiquement données à l'examen. À l'examen, tout à fait. Donc il faut déjà voir les matières qu'on doit composer à l'examen. Commencer par les hiérarchiser. Les hiérarchiser en commençant par les plus durs pour soi. Parce que la matière la plus pour moi peut ne pas l'être pour vous. Ou l'autre. Donc j'essaie de hiérarchiser les matières selon mes compétences. Mais ça n'a rien à voir avec les matières principales parce qu'on a par exemple certaines séries où il y a certaines matières qui sont principales vues
le niveau du coefficient. Est-ce que vous parlez... Habituellement, oui. moi, je demande aux candidats de ne pas se fier au coefficient. Donc, matière de principale, prendre en compte toutes les matières. Même les matières à coefficient demi sont des matières de composition. Elles sont très importantes parce que lorsque vous participez à des délibérations, vous constatez que ce sont ces matières-là, à coefficient petit, qui leur permettent souvent de tirer leur épingle du jeu. Alors, moi, je ne fais pas la part des choses. C'est vrai, il y a des matières à coefficient 5, à coefficient 6. Si ces matières-là font partir de vos bêtes noires, eh bien, vous les mettez, vous les hiérarchisez, vous les mettez au-dessus. Si ce ne sont pas ces matières que vous pensez vous en sortir, vous les classez donc, comme je l'ai dit, selon vous, vos compétences vis-à-vis de ces matières-là. Et donc, vous commencez par faire un emploi du temps de révision. Mais de façon écrite. Ce n'est pas un emploi du temps virtuel. Il faut écrire du dimanche au samedi, par exemple. Parce que nous sommes en période de révision. Je pense que dans les établissements, il y a de moins en moins de cours. Il y a de moins en moins de cours parce qu'ils sentent que les cours sont terminés. Ils sont dans les derniers devoirs et je pense que les derniers collèges sont en train de terminer. Je ne sais pas pour le primaire. Il y a également aujourd'hui, la plupart des collèges aujourd'hui, c'est beaucoup plus les travaux dirigés. Les travaux dirigés, ce qu'ils appellent du bachotage, des révisions par matière qui commence. Donc, le candidat doit tenir compte de cet emploi du temps qui est officiel à l'école. Et par rapport à ça, il regarde les temps libres, les temps morts, et il incruste son programme à lui. Selon le quota horaire qu'il a donné à ces matières qu'il a hiérarchisées. Toujours est-il que la matière qui lui semble plus difficile doit prendre le plus grand quota horaire. Et par rapport à ça, donc, il essaie de trouver des trous dans l'emploi du temps de l'école pour les révisions et incruster. Ce n'est pas non plus la peine de boycotter les révisions à l'école. Non. Parce que c'est très important, il ne faut pas qu'ils disent, bon, allez, ils ont programmé des cours de mathématiques, moi je suis déjà fort en maths. Non, psychologiquement, ce n'est pas bien. Il faut qu'il aille suivre, parce que parfois, les dernières informations que donnent les enseignants servent beaucoup. Il faut qu'il aille suivre. Et parallèlement, il fait son emploi du temps personnel de maison. Ça peut être individuel, ça peut être un emploi du temps de groupe, de petits groupes de révision. Et là aussi, il ne faut pas exagérer. Il faut éviter le groupe au maximum tant que faire se peut. Parce que c'est des tendances à s'amuser. Voilà, les bavardages inutiles et autres. Il faut éviter au maximum. Plus le groupe est restreint, oui, voilà, plus le travail devient sérieux. Voilà, mieux ça aide. Et là aussi, il faut mélanger les compétences. Il ne faut pas que ce soit seulement ceux qui voient plus clair dans telle matière qui se retrouvent ou ceux qui ne voient pas du tout qui se retrouvent. Non, il mélange un peu les compétences pour que ça puisse, le les partage, informations puissent être partagées. Et être partagées judicieusement. Donc voilà à peu près, je pense, ce qu'on peut faire en cette période de révision. Par rapport à l'emploi du temps, j'ai quelques conseils que je vais donner. La première chose, c'est de beaucoup dormir. Et donc, il faut prévoir ça sur l'emploi du temps. Un candidat doit avoir rigoureusement 8 heures de sommeil. Mais c'est le contraire qu'on constate. C'est pour ça que je suis revenu sur ça. Ils accumulent les coups et c'est à quelques jours des examens qu'on veille. Puis... voilà, ils commencent pas à veiller. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est très dangereux. Un candidat qui fonctionne comme ça, c'est la porte ouverte à l'échec. C'est vrai, il y en a qui s'en sortent et qui pensent que c'est parce qu'ils ont veillé qu'ils sont admis. Non, non, non. D'autres prennent carrément des stimulants ou d'autres médicaments pour pouvoir veiller. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, 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 pas du tout. C'est très dangereux. Comme je l'ai dit, c'est le moment où il faut reposer au maximum le cerveau. Parce que vous allez le solliciter pendant un moment. Oui. Vous allez le solliciter pour réviser. Mais le jour où vous allez le plus le solliciter, c'est le jour de la composition. Et si vous ne le ménagez pas, il risque de vous lâcher le jour de composition. Si pendant les révisions déjà, vous avez veillé, et que vous avez perdu tout le quotient intellectuel que vous avez dans la fatigue, parce que la fatigue, c'est ça. Et c'est le jour de composition que vous vous libérez finalement et vous allez composer, et lui-même va vous lâcher. C'est comme un moteur qu'on a usé, il va vous lâcher. Donc il vaut mieux le ménager.
en dormant beaucoup. C'est la meilleure nourriture du cerveau, le sommeil. Et quand j'ai dit 8 heures tout à l'heure, sur les 24 heures, c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde un peu le temps dont nous disposons, on se demande si c'est possible. Oui, bien sûr, 7 heures la nuit et 1 heure à midi, c'est possible. Et dormir par exemple de 23 heures à 6 heures du matin. Voilà, ça fait déjà les 7 heures. Ça fait déjà les 7 je pense heures. qu'un bon candidat, de 13 heures à 14 heures dans la journée. Très bien. Ça fait déjà les 8 heures. Voilà, un candidat, il peut. D'accord. Alors, docteur, quel serait aujourd'hui l'apport des parents d'élèves en ce moment précis de l'approche des examens? Ah oui, ils ont beaucoup à faire, hein, parce qu'on n'a pas accompagné les élèves jusqu'à la porte de l'examen pour les lâcher. Pour les lâcher. C'est maintenant qu'il faut les tenir, il faut les aider. Nous avons parlé de sommeil, c'est aux parents de veiller sur ça. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui du primaire au secondaire, c'est de vrais enfants. Au primaire, au secondaire, au premier cycle, ils sont encore enfants et c'est les pubères. Hein. C'est les pubères jusqu'en terminale. Vous avez les préadolescents là. 16 ans, 17 ans, ils ont besoin d'accompagnement. Il faut que les parents veillent, que déjà à 23 heures, ils arrivent à dormir, qu'ils lâchent le cahier, qu'ils aient le courage de lâcher le cahier. Il faut que les parents les accompagnent. Et qu'à 6 heures du matin, parce que je vais revenir sur les dispositions par rapport à la mémoire. Il y en a qui pensent que c'est la nuit que leur mémoire travaille mieux. On va revenir sur ça tout à l'heure. Hein, donc, qu'à 6 heures, rigoureusement, ils soient au lit et qu'ils dorment. Ça, c'est le rôle des parents. Mais il faut aussi qu'ils se sentent. Parce que le cerveau aussi a besoin du corps physique. Or, le corps physique n'est fort que quand vous lui avez donné suffisamment d'aliments. Et les aliments riches, surtout en féculents, pour la solidité des muscles, en lipides, un peu de lipides. Et puis... concrètement, c'est vrai qu'il y a des parents aujourd'hui qui ne savent pas de quoi on parle. Quand on parle de lipides, quels sont les aliments qu'on peut retrouver par exemple? Oui, je parlerai grosso modo d'aliments complets. Alors, c'est le moment d'abord de leur préparer ce qu'ils aiment. Il ne faut pas leur imposer un repas qu'ils n'aiment pas parce qu'il faut qu'ils mangent. Il faut choisir le candidat au dernier moment. Il faut choisir le candidat. Donc, il faut leur proposer des choses qu'ils aiment manger. Maintenant, c'est la préparation, la constitution. Que la maman ou le papa, celui qui doit préparer, doit avoir pas trop d'huile, un peu, et beaucoup d'œufs. Hein, pour les gens de cet âge-là, ils ont besoin de l'œuf. Parce que l'œuf, c'est comme un repas complet, ça leur procure beaucoup d'ingrédients. Et un peu de pâte, un peu de riz, un peu de sauce, ça peut être tomate, ça dépend hein, de l'habitude nutritionnelle des candidats et de la famille aussi. Ce n'est pas le moment d'innover non plus. Parce qu'il faut éviter les maladies gastronomiques. Si ça déclenche des maux de ventre, c'est difficile à soigner. Et ça peut réduire son temps de révision. S'il commence par aller à l'hôpital et revenir, le temps de révision est réduit. Donc il faut veiller à ce qu'il ait une santé robuste. Beaucoup de fruits. Excusez-moi. Nous sommes en période de fruits, surtout les mangues. C'est vrai, c'est en train de partir doucement. Mais il faut qu'ils en profitent. Il y a plein de mangues sur le marché actuellement. Ils doivent en prendre. Les mangues contiennent beaucoup de magnésium qui sont nécessaires pour le cerveau. Donc il faut qu'ils en consomment. C'est vrai, bien nettoyer pour éviter les vers intestinaux, les maladies liées à la mauvaise consommation de ces fruits-là, donc bien les nettoyer, les consommer. En dehors des fruits, les légumes. Les légumes, la salade, les légumes des marchés. Bon, moi je ne conseille pas trop les légumes des jardins, parce qu'il y a beaucoup d'engrais, mais les légumes naturels, ils peuvent les consommer aussi, ça fait du bien à l'organisme et ça aide à la digestion. Parce que lorsque l'enfant digère bien, le corps est léger et il peut apprendre. Donc voilà à peu près. Bon, il y a du lait, il faut prendre aussi du lait à l'âge, c'est bon. C'est vrai que, docteur, parlant de l'alimentation, il y a une question qui m'est venue à l'esprit, question liée beaucoup plus à la foi chrétienne ou musulmane. Je ne sais pas, certains candidats qui, à l'approche des examens, pour implorer peut-être la clémence divine, commencent par faire des jeûnes. Est-ce que c'est bon pour un candidat à quelques jours d'examen d'observer des carèmes avant d'aller à l'examen? Le jeûne, c'est une très bonne chose sur le plan spirituel. Oui.
Et chacun de nous, nous connaissons la valeur du jeûne sur le plan spirituel. Je vais peut-être vous surprendre un peu. Moi, j'ai fait un internat un peu religieux où c'est surtout pendant le temps de carême qu'on nous obligeait à manger avec une chicotte dans le dos. Parce qu'on avait des examens, on devait étudier. Et le recteur donc, de cet établissement il circulait dans les rangées pour vérifier est-ce que tout le monde a mangé. Sur ce plan, le jeûne consistait simplement à diminuer un peu, non pas le volume, mais la qualité sur le plan, par exemple, si vous prenez de la viande, on peut substituer la viande au poisson, ainsi de suite, ou bien à diminuer la quantité voilà. De la nourriture. Voilà, on laisse un peu les bonbons, les biscuits et consorts, mais vous avez l'essentiel, parce que l'organisme a besoin d'un minimum pour fonctionner, sinon il vous lâche. Et donc on exigeait, malgré notre piété dans cette maison, ensuite on exigeait que nous mangions. Et ça nous a fait du bien. Donc je pense que ce n'est pas le temps de faire du jeûne. On peut faire le carême de plusieurs manières. Comme je l'ai dit, diminuer un peu les yon-yon, parce que nous sommes des enfants là. Les gâteaux, les biscuits, les chips et consorts, qui en réalité ne nourrissent pas, eh bien on peut les laisser pour la gloire de Dieu et pour la spiritualité, mais consommer ce que l'on doit consommer dans le volume et dans la qualité. Voilà. Et éviter peut-être toute éventuelle maladie peut-être. Alors, oui, parlant des maladies, justement, on parlait des parents tout à l'heure, il faut déjà qu'ils fassent un bilan de santé. Nous sommes à la fin de l'année. Surtout aux candidats, aux enfants candidats, et voir s'ils n'ont pas des germes de palu. Il y a les temps de pluie qui sont là, et donc vérifier s'ils ont des germes de palu. Traiter à l'avance. Prévenir le palu pour que pendant les compositions, ça ne les perturbe pas. Parce que le stress peut déclencher à tout moment des maladies auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est aux parents donc de veiller à cela. On peut anticiper en traitant par anticipation, donc pour répéter, le paludisme, ou si l'enfant avait une maladie spécifique, essayer d'acheter des médicaments. C'est-à-dire il faut anticiper, il ne faut pas attendre le dernier jour avant de commencer par... Ou que la maladie se déclenche et commencer le traitement. Parce que très souvent, lors des en pleine composition, nous voyons des candidats qui tombent en syncope ou bien qui tombent comme ça. Et ça devient une maladie se déclenche. Voilà. C'est surtout lié au stress. Parce que le corps réagit et puis ça peut susciter un malaise. Docteur, nous allons beaucoup plus parler d'un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, mais on a décidé ensemble de revenir sur cet aspect-là. C'est en ce qui concerne la mémoire de l'enfant. Comment l'enfant peut gérer sa mémoire, comment il peut gérer son cerveau pour qu'il ne soit pas trop accumulé avant le jour J. Tout à fait. Oui, il ne faut pas se surmener, parce que le surmenage est dangereux pour tout candidat. La mémoire et le cerveau, je veux parler de l'intelligence en tant que faculté, sont des choses indissociables. Les deux sont ensemble. Oui. Vous ne pouvez pas dire je suis intelligence à la mémoire. Il faut que vous vous rappeliez les informations à mettre en œuvre. Tout à fait. Et donc, il faut que les enfants arrivent. Ce n'est pas encore tard d'arriver à connaître sa mémoire, son type de mémoire. Alors, il y en a qui ont la mémoire manuelle. C'est en recopiant, par exemple, l'information une, deux, plusieurs fois qu'ils arrivent à garder. Il y en a qui ont la mémoire visuelle. C'est en regardant. En regardant faire qu'ils gardent. Il y en a qui ont la mémoire auditive. C'est les trois grands types. La mémoire auditive, c'est quand on lui répète plusieurs fois, il écoute, que ça finit par rester. Alors, chaque candidat doit essayer d'identifier le type de mémoire qui domine chez lui. Chaque candidat a une parcelle de ce type de mémoire. Mais il y a un type qui domine. Donc, il doit essayer de le percevoir pour mieux l'utiliser. Si c'est la mémoire manuelle, il faut qu'il trouve donc beaucoup de temps pour recopier.
les informations capitales dont il aura besoin à l'examen. Cela voudra dire, je prends un candidat de la classe de terminale série A2 par exemple qui devait réviser son cours d'histoire géo et que ce type de candidat, il a peut-être la mémoire manuelle. Il devrait commencer par recopier son cours chaque fois afin de garder c'est pour ça que l'essentiel. C'est pour ça qu'on leur demande d'être présent au cours. Il faut qu'ils soient présents au cours. Parce que les 3 types de mémoire nécessitent le cours présentiel. Il faut qu'il soit présent. Ce qui est capital. Ce qui est capital. Bon, voilà que nous sommes à la fin. Soit il a été présent, soit il n'a pas été présent. Que faire? Il ne peut plus recopier toutes les leçons. Je prends le cas de l'histoire géo, par exemple. Il ne peut plus recopier tout. Le temps de lui, soyons réalistes, le temps ne lui permet pas. Il choisit des informations que lui-même, il pense capitales. Des informations très capitales. Voilà. Et il se met à recopier plusieurs fois. Donc, lui, au lieu de répéter, chercher à mémoriser par la voix, il recopie. Sa révision consiste donc à recopier ces informations. Et je pense que ça va rester. Si tel est son type de mémoire. Pour celui qui a la mémoire auditive, il peut, par exemple, le même cours, prendre un enregistreur, lire le cours, ou bien il se fait lire le cours par quelqu'un d'autre qui enregistre la voix, et lui, il écoute. Son temps de révision consistera donc à écouter ce que l'autre a lu et enregistré. Donc il écoute, et parce qu'il a la mémoire auditive, c'est ce qu'il écoute qui reste, le que chacun fait comme on a dit là. Si c'est la mémoire visuelle, ça veut dire qu'il faut qu'il lise. À chaque fois. Il a le cahier, il lit, il regarde les images, et puis voilà, ça lui reste. Donc voilà à peu près. Je profite donc pour parler des temps de la journée qui sont favorables. Bon, il n'y en a vraiment pas qui soient fétiches. Mais les psychologues pensent que dans la journée, les moments où le soleil n'est pas très ardent, ces moments-là sont favorables. Sont favorables pour réviser. À la mémoire. Voilà. C'est plus calme, il fait plus froid. Puis... Et disons à partir de 16h par exemple, oui, 16h, 17h, 18h, on peut déjà commencer déjà 15h, déjà 15h. Parce que le soleil, c'est à partir de 11h30 midi jusqu'à 13h, 14h, ça commence pas à reprendre la pente descendante. Donc il faut qu'il le regarde déjà à partir de 15h, 15h30, 16h et s'organiser. Quand j'ai dit ça, ils vont dire, ah, et pourquoi tu nous dis que la nuit, il ne faut pas... Non, justement parce que la nuit, il fait froid, eh bien, ça repose le cerveau. C'est pour ça que le meilleur sommeil n'arrive que la nuit. La nuit. Il faut tout faire donc pour ne pas mélanger la révision des cours et le sommeil. Et obliger le cerveau à ne pas récupérer et donc à emmagasiner, quitte à ce que le jour, vous soyez tout fatigué. Parce que ce que vous avez perdu la nuit, vous ne pouvez pas le récupérer le jour. Le cerveau fonctionne comme ça. Les scientifiques disent même que 1 heure de sommeil perdu la nuit n'est pas récupérable même en 5 heures dans la journée. Parce que le temps n'est pas le même, le cerveau n'a pas les mêmes conditions, les mêmes dispositions. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc il ne faut pas du tout veiller la nuit. Non, pas du tout. Veiller, c'est se mettre en danger. De préparer, non, c'est se mettre en danger. À 6 heures du matin, vous vous réveillez, vous pouvez commencer. Parce que là, la température est bonne. Jusqu'à 7 heures, si vous devez aller par exemple à une révision à l'école, ça dépend aussi de la distance. Entre 6h et 7h ou bien 6h, 6h30, vous allez vous laver et puis vous pas 30 minutes aussi. Je vais revenir sur cet aspect. Alors, docteur, ça c'est le premier aspect. On a beaucoup plus développé les périodes d'avant examen. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter durant ces périodes-là? En quelques 2 mots rapidement. Oui. Oui, j'ai parlé de l'emploi du temps, mais il ne faut jamais excéder 30 minutes pour les révisions. Et là, j'ai oublié de le dire, c'est-à-dire vous faites votre emploi du temps. Je dois me réveiller le matin à 6h pour réviser le cours d'histoire géo. Il faut qu'à 6h30, j'arrête. Quoi qu'en soit l'engouement que j'ai ou l'impression que j'ai de n'avoir pas terminé ce que je tenais à faire. Donc après, je ne devrais pas dépasser 30 minutes pour une révision. Après chaque 30 minutes, il faut laisser le cerveau se reposer. Aussi 30 minutes pour équilibrer. Quand bien même vous avez 2 heures de révision d'affilée, à chaque 30 minutes, vous arrêtez. Vous faites autre chose pour laisser le cerveau décanter le peu que vous lui avez donné, digérer, avant de lui endormir. Avant de revenir encore.
1 heure maximum. Mais cela, ça dépend vraiment de la capacité de rétention du candidat. Voilà. En dehors de ça, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à cette période-là? De préparation, pas grand-chose. J'ai dit de dormir, c'est l'essentiel. De se soigner pour ne pas tomber malade. Et puis de manger, je pense que c'est l'essentiel. Et d'être surtout cadré par les parents qui surveillent ces 3 choses que j'ai citées. Le sommeil de l'enfant, le manger de l'enfant, les parents doivent surveiller. C'est sorti aussi, parce que il faut qu'il sorte aussi, il ne faut pas l'enfermer parce qu'il a un examen, mais il faut que les parents l'accompagnent. Il faut qu'il soit relax en quelque sorte. Voilà. Et ne pas être trop stressé et avoir la pression des parents. Voilà. Merci docteur. Nous allons revenir sur le deuxième aspect. Il s'agit de la période même de l'examen. Ça dure au plus 3 à 4 jours. Alors le candidat doit avoir certaines attitudes pour ne pas tomber peut-être dans le piège, pour éviter certaines surprises désagréables. Alors pour ces 4 jours, comment le candidat doit s'y prendre? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faut que la veille de l'examen, habituellement c'est les dimanches, oui. La veille, au soir, il ait son sac prêt. Avoir le sac prêt signifie quoi? Ranger les stylos dont il a besoin, la fourniture scolaire, tout est OK. Mais ne pas oublier non plus la carte d'identité ou la carte scolaire, ça dépend de l'examen, la carte exigée. Il faut qu'il s'assure que c'est dans le sac. Avec les papiers, tout ce dont il a besoin. Les convocations, par exemple, voilà, pour les candidats au bac. Très bien, que tout est là rangé. Dans le sac. Pas sur la table quelque part. Parce qu'on peut oublier au petit matin, surtout quand on se réveille mal. Éviter par exemple de mettre sa carte d'identité dans sa poche parce que... Ah oui, on peut changer d'habit à tout moment. Vous pouvez être en train de prendre le café au petit truc là, au petit matin et ça se verse dedans et vous l'enlevez en oubliant que dans la poche il y avait la carte. Et vous changez, vous partez. Dans le sac. La meilleure façon, c'est de mettre tout ce dont on a besoin dans son sac avant d'aller à l'examen. Voilà. Avant même d'aller se coucher la veille. Et le lendemain, on se réveille à temps, à l'heure. Ça dépend toujours de la distance du centre de composition par rapport à la maison. Mais bien avant, n'est-il pas judicieux d'aller connaître sa salle de composition, sa place, pour que le lendemain, qu'on ne soit pas dépaysé, surpris désagréablement, de commencer par chercher l'emplacement? Parce que c'est aussi important, non, docteur? Tout à fait. Avant, ça se faisait. Avant, ça se faisait la veille, les parents amenaient les enfants pour aller voir les centres d'examen. Mais il s'est passé beaucoup de choses au point où je pense que certaines autorités, certains chefs centres demandent à fermer la porte la veille. Le portail la veille. Pour éviter, pour éviter les désagréments dans le centre le lendemain. Bon, si c'était le cas, vous n'êtes pas obligé d'aller tôt le matin. Les parents vous accompagnent et puis vous allez chercher. Là où vous restez, vous prenez un peu de temps pour vous acclimater, pour ne pas être dépaysé. Ça peut se faire. Alors, et le jour de l'examen même, l'attitude du candidat? Oui, le jour de l'examen, donc il a bien dormi. Il a bien dormi. La veille, c'est la première condition. Il a rangé ses affaires dans son sac. Il n'a pas veillé, parce que le stress peut faire qu'il va veiller. Il est au lit, mais il ne dort pas. Il est en train de penser à la première épreuve du lundi matin. Il faut qu'il dorme, qu'il oublie tout. Et j'ai oublié même de dire, parce que habituellement je déclare le dimanche avant la composition du lundi, dimanche est libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révision cette journée. Oui. Toujours pour reposer le cerveau. Donc pour le bon candidat, normalement, le dimanche il ne touche pas au papier. Il ne touche pas au papier. Quartier libre. Il va visiter ses amis, toujours accompagné, pour qu'il n'y ait pas de désagrément dans la rue, visiter ses camarades ou bien un bon jeu qu'il aime bien. Il reste à la maison. Ou bien regarder juste un peu la télévision. La télévision, un film qu'il aime bien, il regarde. Mais le dimanche est libre, il s'amuse et il mange bien et puis voilà. Il dort bien, il oublie complètement les papiers, même les examens s'il le faut. Et bien le matin, le premier jour de composition, donc son sac est prêt, il prend, il s'habille bien. Par rapport à la tenue, il faut qu'il soit dans des tenues relax. Pas des tenues qui l'étouffent. Oui. Il y a des tenues qui servent tellement, voilà, qui vous étouffent. Vous n'arrivez pas à respirer. Donc il faut que ce qu'il porte soit ample. Nous sommes en période de pluie, que les parents essaient de prévoir des pulls verts
ou des pardessus. Et des parapluies aussi. Des parapluies aussi pour la sécurité des enfants. Et donc, dès qu'il rentre dans la salle, il a pu identifier sa salle, il va s'asseoir. Hein, ce n'est pas le moment d'aller saluer les camarades, les amis de table à table, non. Il faut être serein il faut à ce être moment serein, précis. calme, il va s'asseoir à sa place et il commence par se concentrer sur l'épreuve qui va arriver. Sur l'épreuve qui va arriver, il se concentre et donc, et c'est en ce moment quand il a une prière, hein, parce que chacun de nous appartient à une religion. Hein. Tout à fait. Bon, alors quand il a une prière à faire, il fait sa prière, ça lui permet d'être plus serein, plus calme. Et dès que l'épreuve arrive, c'est d'abord les papiers, hein, les copies qui arrivent, les surveillants partagent. Ils commencent par remplir les en-têtes, mais dans la sérénité, dans le calme. Et pour ce faire, je propose souvent qu'il fasse des respirations profondes. Il inspire profondément, il expire profondément 2-3 fois. Hein, et il oublie tous les soucis de maison et des trucs là. Et il pense il visualise le fait que cet examen est comme un devoir qu'il a déjà fait au niveau de sa classe à l'école. Il le visualise comme tel. Et il visualise même l'épreuve qui va arriver comme une épreuve qu'il a déjà vue. Il est en train de tout voir. Qu'il a déjà vu, qu'il a déjà voilà, traité. qu'il a déjà traité. Il visualise tout ça comme ça. Et il attend sereinement l'épreuve qui arrive. Mais en vérifiant toujours l'en-tête, il ne faut rien omettre, surtout le numéro de table. Il ne faut pas qu'il se trompe. Il met tout et il attend que les épreuves arrivent et il prend les épreuves. Là encore, il faut qu'il respire. Ce n'est pas dès que l'épreuve arrive, il attrape et il se jette dessus. Non. Il dépose l'épreuve et le silo. Et il respire profondément, ne serait-ce que quelques secondes. Et il prend l'épreuve. Ça dépend de... Je prends le cas du français, par exemple. Habituellement, c'est la première épreuve au bac. On leur donne une proposition de 3 sujets et il doit choisir un. Et c'est le moment de prendre le temps de lire les 3 sujets. Quand bien même déjà sur le titre, il a l'impression d'avoir connu le premier sujet, qu'il ait la patience de lire les 3, parce qu'on ne le sait jamais. Hein, le titre peut être trompeur, il va se jeter dessus et passer à côté, alors que le sujet qui lui est plus accessible se trouve... Docteur, la proposition la plus simple pour tout candidat ou pour toute épreuve, c'est de lire entièrement l'épreuve. Entièrement l'épreuve, oui, de choisir. Avant d'opérer un choix, il faut qu'il lise tout, qu'il sache de quoi il est question et qu'il voit le sujet qui lui est propice. Qui lui est beaucoup plus abordable, favorable. On constate beaucoup plus souvent que des candidats, juste après avoir composé une épreuve, quand ils sortent de cette composition d'épreuve, ils s'associent, ils se regroupent pour commencer par dire, voilà, c'est telle réponse, on devrait avoir telle réponse. Normalement, quelle devrait être l'attitude du candidat en ce moment précis? La sérénité doit l'amener à ne pas rentrer dans ces groupes. Il faut éviter au maximum les groupes de correction. Et que les parents y veillent, parce que même à la maison, il ne faudrait pas que les parents soient tentés de demander à l'enfant, est-ce que tu as trouvé telle réponse à tel truc là? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ceci? Quand on a posé telle question, qu'est-ce que tu as répondu? Non. Il faut le laisser composer sereinement pendant le nombre de jours, toutes les disciplines. Et c'est peut-être à la fin de la composition qu'on peut faire le bilan. Parce que ça peut le perturber. Le fait de découvrir que, bon, il a commis juste une erreur, il a oublié un X quelque part, ou un signe moins ou plus quelque part, ça peut le perturber et il va perdre tout le fil de ce qui va suivre. Il est désemparé, il ne sait plus quoi faire. Donc, il faudrait qu'il garde tout son calme, qu'il ne cherche même pas à savoir ce qu'il a bien fait ou ce qu'il a mal fait sur l'épreuve précédente, mais qu'il se concentre sur l'épreuve à venir. Voilà. Et que les parents veillent à ça, que les amis qu'ils ne se perturbent pas entre eux, que chacun garde sa réponse, encore que nul ne leur dit que c'est ce qu'ils pensent être la vraie réponse qui est la vraie. C'est après le corriger type que les spécialistes fixent les vraies réponses avant d'aller à la correction. Donc même les parents, ce qu'ils pensent être la vraie réponse,
peut ne pas l'être. Peut ne pas l'être. Parce que les spécialistes n'ont pas encore siégé. Voilà, voilà docteur, voilà tout ce qu'on a pu développer au niveau de la période de l'examen même. Nous allons quitter cette période-là, ou si vous avez encore quelque chose à ajouter, nous quittons cette période-là pour venir au niveau de l'après-examen. J'ai passé les 3-4 jours d'examen, je suis en attente des résultats. Quel serait normalement mon comportement adapté? Merci, monsieur le journaliste. Oui, c'est essentiel, hein, il faut le rappeler, parce que beaucoup de candidats pensent que dès la fin de la dernière épreuve, c'est le paradis, quoi. Il y en a, hein, et on organise des jeux, des trucs. Oui, c'est vrai, ça se comprend, parce qu'ils ont passé tout le temps à se stresser. Oui. Et donc, ils ont besoin de se libérer un peu. Non, lorsqu'on a bien fait son programme de révision, on n'est pas stressé, hein, on reste serein. Alors après la dernière épreuve, non, il ne faut pas se jeter tout de suite dans la rue ou à la plage. Et parce que nous avons vu beaucoup de désagréments, hein, par le passé. Juste après les examens, oui, il y a certains candidats qui s'organisent même à se retrouver retrouver à la plage juste après les examens. Il faut éviter, parce que je pense que juste après les examens, il faut faire recours à la spiritualité. C'est le moment de la spiritualité. Il faut se recueillir. Il faut se recueillir. Vous faites d'abord le bilan de la composition. Vous regardez les épreuves. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, selon vous. Hein. Et puis après ça, vous vous rendez dans votre église ou je ne sais pas, la mosquée quelque part. Et vous faites maintenant un emploi du temps religieux pour de la spiritualité. Parce que psychologiquement, nous disons que l'examen n'est pas que intellectuel. Il y a une part de spiritualité. Hein, parce que lorsque nous parlons de chance, ça existe bel et bien. Hein. Il y en a qui pensent que la chance n'existe pas, ça existe. Hein. Et puis nous sommes en Afrique, où tout est possible. Tout est possible, hein. vraiment. Nous sommes très attachés à la spiritualité. Alors quand vous avez fini de composer, je pense qu'il faut aller confier ça à à celui en qui vous croyez. Je n'ose pas dire Dieu. Hein, chacun a son Dieu. Et donc, il faut aller se remettre à lui et lui demander de suivre le reste. Vous avez déjà fait pour vous, c'est à lui de suivre le reste. Mais néanmoins, se donner quelques temps de plaisir. Hein, pas trop de tapage, toujours à l'aide des parents, avec l'aide des parents. Hein, organiser quelques sorties, quelques moments de distraction. Hein, aller regarder une pièce théâtrale, par exemple, ou se choisir des livres de lecture qui vous procurent du plaisir, par exemple. Donc voilà autant d'activités qu'on peut mener sans se mettre en danger. Sans se mettre en danger en attendant les résultats. Les résultats. Le jour des résultats, on dit par exemple, voilà le mardi prochain, on devrait proclamer les résultats du baccalauréat. Je suis candidat, je suis parent d'un candidat. Comment je vais m'y prendre pour que je ne retrouve pas de désagréments? Candidat et parent de candidat, c'est très important. Ce moment est très capital. Voilà, on a annoncé... Parce qu'il y en a certains, oui. On constate, ils se ferment pratiquement. Ils s'enferment. J'ai parlé de spiritualité tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut se recueillir. Il y en a qui vont carrément dormir dans les églises. C'est normal. Bon. Mais c'est un temps très délicat. Le moment de la délibération. C'est très délicat. Je ne dirais pas de la délibération. La délibération, c'est les enseignants qui font. La délivrance, de la proclamation des résultats. Alors c'est un temps très délicat pour ceux qui ont encore leurs parents. À leur côté, il vaut mieux laisser les parents gérer. Je conseille souvent aux candidats de ne pas se déplacer vers les centres pour aller écouter par eux-mêmes leurs résultats. Et de ne pas s'enfermer non plus. Bon, est-ce que seul, non. Possible? Voilà, oui, s'enfermer seul, non. Peut-être dans une église, aller prier, oui. Peut-être à la mosquée, aller prier, oui. Ou rester quand même dans la chambre ou au salon avec toujours quelqu'un, des camarades, avec qui on discute. Mais ne pas être seul. Ne pas être seul, parce qu'on peut avoir des tentations douloureuses. Mais vous avez relevé tout à l'heure un aspect très important. Vous avez dit aux candidats de ne pas se rendre au centre d'Élisabeth. Pourquoi? Oui, par eux-mêmes. Bon, je regarde un peu l'âge, à un certain âge, on peut. Mais ce que je vois là, il y a des risques.
Il y a des risques parce que lorsqu'on va à un examen, il n'y a que deux choses qu'on attend. C'est la réussite ou l'échec. Et ça, c'est normal. Et il faut que les parents aussi comprennent, parce qu'un enfant qui va à un examen, il faut que les parents comprennent qu'il n'y a que deux choses qu'on attend d'eux. Soit c'est la réussite, Soit c'est c'est un résultat positif, voilà, ou soit c'est un résultat négatif. Et donc, qu'ils ne soient pas là seulement obnubilés par le résultat positif. Les deux peuvent arriver à tout moment. Et il faut se préparer psychologiquement à les accueillir, l'un ou l'autre. C'est d'abord, parents, de préparer le candidat. De commencer donc par lui répéter que quand on va à un examen, il y a deux résultats qui sortent. L'un ou l'autre. Soit il est admis, soit il échoue. Il faut commencer par le lui répéter pour que psychologiquement il se prépare. Non pas pour lui faire peur par rapport à l'échec. Pour qu'il soit prêt à accepter l'un ou l'autre. Toute éventualité. Voilà. Toute éventualité. L'un ou l'autre. Parce que lorsque vous êtes là, il y a des parents qui disent si tu échoues, tu verras. Et qui font des menaces. Et tout cela stresse les enfants. Au point où on a eu des choses dans le temps. Il y en a qui vont se suicider le jour de... C'est le pire. Il y en a même qui disparaissent de la maison pendant des jours. Ils vont se cacher quelque part, soit chez un oncle, parce qu'ils ont peur des menaces de la maison. Donc il faut que les parents changent de comportement. Lorsqu'un enfant va à un examen, vous devez vous attendre aux deux. Soit il réussit, soit il échoue. Alors, c'est la manière de gérer et la réussite et l'échec qui compte. C'est la manière de gérer qui compte. Je pense que nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. C'est beaucoup plus les résultats. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux résultats, soit l'échec, soit la réussite. Oui. Alors, si le candidat est admis, c'est l'euphorie dans la famille. Mais comment gérer ce moment précis pour qu'on n'aille pas à la dérive? Parce que quand ça vient comme ça, on est admis pour le BPC, on est admis pour le bac, on voit la joie de toute une famille, notamment du candidat même. Mais en ce moment précis, quel serait le rôle des parents de ce candidat? C'est normal qu'à la suite d'une réussite, tout le monde soit en joie. En joie. Oui. Mais il faut toujours savoir raison garder. Surtout pour les candidats. Il ne faut pas exagérer. Les parents, bon, ils gardent leur sérénité. Ils doivent accompagner ces candidats pour qu'on ne prenne pas la moto tout de suite et qu'on ne sorte pas pour aller l'annoncer à un camarade. Parce qu'on a vu des accidents qui sont arrivés, je ne le souhaite pas. Juste après la proclamation des résultats. Il prend sa moto, il dit bon, qu'il va chez l'autre camarade, qui est aussi peut-être admis, ou bien qui ne sait pas qu'il est admis, et il va le lui annoncer. Mais dans l'euphorie, il conduit mal, il file tellement que ça crée d'autres choses. Il faut que les parents y veillent. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, il ne faut pas qu'il se déplace lui-même le jour de la proclamation. Il reste à la maison, les parents viennent lui annoncer. Et on fait la fête en famille. On fait la fête en famille, on surveille même la boisson. Il ne faut pas qu'il se saoule non plus, parce que dans l'euphorie aussi, on peut se saouler. Parce qu'il y a l'après-examen. Après le CEP, et il y a le collège. Il faut qu'on y pense. Après le collège, BPC, il y a le second cycle. Il faut qu'on y pense. Alors s'il y a la fête, là, on se tue déjà les méninges, on se tue le cerveau, en prenant trop d'alcool ou en exagérant, en ceci ou en cela. Ça peut avoir des répercussions négatives sur l'avenir intellectuel de l'enfant. Après le bac, il faut l'université. Tout à fait. Non pas pour se stresser, pour dire ce qu'elles ont à faire. Non, il faut fêter, mais dans la sérénité. Dans la sérénité. Docteur, merci beaucoup. Mais il y a l'autre aspect qu'on doit beaucoup plus relever. Il s'agit bel et bien de l'échec. Tout à l'heure, on a parlé de la réussite. Le candidat, voilà, qui a passé 9 mois, mais finalement a passé son examen et c'est l'échec en ce moment précis qui est très, très délicat pour le candidat et pour les parents de ce candidat-là. Quelle serait la réaction de chacun d'eux? L'échec n'est pas souhaitable, mais quand ça arrive, il faut le gérer. C'est une douleur. Il faut le gérer, oui, c'est une douleur. Mais les psychopédagogues conseillent toujours que l'échec est le meilleur éducateur. Non pas que nous lui donnons trop de valeur. Il y a un pédagogue qui a dit, je suis en train d'oublier son nom, que la vraie victoire ne se trouve pas dans la réussite. La vraie victoire se trouve dans le relèvement après l'échec, dans la gestion de l'échec.
Et c'est le point de vue des psychopédagogues. Vous avez échoué une fois, je pense que c'est une leçon de vie. Vous devez chercher à faire le bilan, le point, pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a mal fonctionné, ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal fonctionné. Et c'est en faisant ce bilan que vous tirez des conclusions pour votre propre gouvernement. Il n'y a que ça qui permette à un homme d'évoluer. Parce qu'un homme qui pense que toute la vie doit réussir, que tout est rose dans la vie. Non, ce n'est pas ça la vie. La vie est une série de réussites et d'échecs. Et donc, il faut que les parents en soient suffisamment conscients et en conscientisent leurs enfants en leur disant, mais si tu échoues, ça fait partie aussi de la vie. C'est pas pour ça qu'on va te couper la tête, c'est pas pour ça que la vie est terminée. Non, la terre continue de tourner ou je ne sais plus. On voit carrément des parents qui menacent non, pas de menaces. Hein. Si tu échoues, pas de menaces. L'année prochaine, je ne vais plus payer ta scolarité. Pas de menaces, il faut que les parents prennent leurs responsabilités à temps. C'est depuis la rentrée qu'il faut déjà commencer par suivre l'enfant sur son parcours scolaire. Et pas le préparer psychologiquement. Et le préparer. Vous attendez la fin de l'année, en l'observant, vous avez vu qu'il n'a rien étudié. Et c'est maintenant que vous voulez qu'il réussisse à l'examen, vous brandissez des menaces. Ce n'est pas encore ça. Un vrai parent doit suivre l'enfant dès le premier jour, aller régulièrement à l'école pour voir comment il évolue. Pour s'enquérir des nouvelles de son évolution sur le plan du travail, rencontrer les autorités, rencontrer alors les enseignants pour demander les difficultés qu'ils rencontrent, ces enseignants, avec votre enfant. À l'enfant même, lui poser régulièrement des questions pour savoir les difficultés auxquelles il est confronté, pour savoir comment l'aider. Vous n'avez rien fait de tout ça. Et c'est au mois de mai ou de juin que vous commencez par le menacer. Non, il y a encore mieux à faire. Par les parents. Et la meilleure méthode, c'est de les préparer psychologiquement voilà. À l'échec ou à la réussite. Voilà. Et lorsqu'à la fin, vous constatez que c'est vous-même qui n'avez pas suivi, bon, ne menacez pas. Attendez-vous aux deux, il vient, il dit, je suis reçu, eh bien, éclatez-vous. Il dit qu'il a échoué, bon, remettez-vous en question, et puis prenez de bonnes résolutions pour l'année qui arrive. Pour l'année qui va suivre. Merci beaucoup, docteur. C'est pratiquement la fin de cet entretien. Le temps passe vite. Ça passe très vite. Est-ce que vous avez quelques messages à l'endroit des candidats? À l'endroit des candidats, je leur demande simplement d'avoir beaucoup de courage, et de persévérance, et que ce n'est pas, nous ne sommes plus au moment où il faut tout apprendre. Il ne faut pas se surmener, il faut laisser des parcelles de liberté au cerveau. Il faut que le cerveau respire. Donc ce n'est pas le moment de courir à tous les TD. De gauche à droite, reposez-vous, dormez bien, mangez bien, et puis faites un bon emploi du temps de révision, écoutez les parents, et la chance sera de votre côté. Je vous souhaite une bonne chance à tous. Les examens, c'est comme des devoirs que vous avez déjà faits. Ce ne sont pas des concours. Ce ne sont pas des concours. Et allez composer selon vos dispositions, vos compétences. Et on verra la suite. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gandagbe Jules André. Vous êtes docteur en psychologie et sciences de l'éducation dans la spécialité didactique de français. Une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien. Je crois que c'est utile pour les candidats et les parents d'élèves. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre rendez-vous. À bientôt. Merci.